En Israël, vu qu'on recommence à zéro et que nos diplômes, nos études, nos passés ne sont pas forcément connus des Israéliens locaux, Elles ne servent pas à alors grand-chose, autant s'éclater en fait. L'ALIA entraîne-t-il forcément un changement de vie? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nathalie Ohana, bonjour. Vous êtes arrivée ici en Israël il y a 5 ans et vous avez lancé Raïm Rabim pour les gens qui veulent changer de voie professionnelle. Vous allez nous raconter pourquoi vous avez senti qu'il y avait là-dedans un potentiel, mais a priori, il y en a un. Et vous êtes accompagnée ici d'Héloïse Krief, vous étiez dans le tourisme, dans la location saisonnière courte durée en Israël. Exactement. Et vous êtes allé vers les kibboutz. Vous avez envie de faire découvrir le kibboutz aux Israéliens. Et puis Anne, bonjour. Vous avez lancé une marque de bijoux rue Shenkin qui s'appelle Shenkin. Click by Shenkin, oui, tout à fait. Click by Shenkin. Et vous étiez dans le digital avant ça? J'étais dans le digital et aussi dans les bijoux quand même à Paris. Avant. Alors, il y a une question fondamentale ici. Est-ce que l'ALIA induit un envie de renouveau personnel et professionnel? Est-ce que ça va ensemble? Moi, je pense que l'ALIA est une opportunité en fait de se réinventer parce que perte des repères, un changement de vie, donc pourquoi pas complètement vraiment se réinventer également professionnellement. Donc je pense que ça va bien, ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un plan B génial pour essayer autre chose ou qu'on revient à ce qu'on est soi-même vraiment? Comment vous interprétez le kibbutz, les bijoux? C'est pas quelque chose où on se dit à la base je vais gagner ma vie comme ça quand on est petit. C'est pas avocat ou médecin. Comment ça fonctionne? Il y a un truc avec Israël? Je sais pas si c'est propre à Israël. Je pense que ça l'est quand même. Il y a des caractéristiques à l'arrivée dans ce pays qui font que oui, ça déclenche ça. Je pense que c'est propre en fait au changement de vie. On a décidé d'immigrer en Israël, de faire l'ALIA. On arrive ici, ça dépend des profils de chacun. En tout cas, on se dit, bon, on n'a pas forcément la langue, on n'a pas évidemment la culture, on n'a pas les diplômes comme il faut, on n'a pas l'historique de l'armée, du networking, etc. On se dit, bon, faut y aller, on recommence quelque chose de nouveau, tant qu'à faire, puisqu'on n'a pas été formaté par les écoles de commerce, les diplômes comme il faut, on dit, qu'est-ce qu'on aime faire? Et puis on fait ce qu'on aime faire, en fait, depuis le début. Ok. Ouais, Oui, en fait, l'ALIA impose une forme de vérité. Et donc, on revient à sa propre vérité et à ce qui nous fait profondément vibrer. Enfin, je sais pas, Anne. C'est ça, je pense qu'en fait, comme on se sent quand même plus à sa place, en tout cas plus heureux, en tout cas pour ma part, c'est ça, je me sens plus heureuse ici. Donc, du coup, forcément, les choses en découlent. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, ça a été retour un petit peu en arrière. J'ai retrouvé, entre guillemets, mon amour pour les bijoux et les pierres que j'avais un petit peu laissé tomber. Et comme voilà, je me sens mieux ici, ça fait partie de moi, j'ai eu envie de retenter cette aventure, quoi. Je pense que... Et donc, oui, l'ALIA, je pense que c'est ça. On se sent mieux et donc, forcément, il y a des choses qui en découlent, quoi. Héloïse a dit un truc intéressant, elle dit on n'a pas les diplômes, on n'a pas le réseau. Donc est-ce que c'est quelque chose de francophone ici, d'aller vers des chemins plus perso qui demandent effectivement moins de bagages universitaires? En fait, on sent qu'Israël est un pays, pour nous en tout cas, qui est moins normatif. C'est-à-dire qu'en France, il y avait des études à faire, il y avait des voies à prendre, il y avait une envie comme ça de se conformer à ce qui est attendu de nous. En Israël, vu qu'on recommence à zéro et que nos diplômes, nos études, nos passés ne sont pas forcément connus des Israéliens locaux, elles ne servent pas alors autant s'éclater en fait. Alors il y a qui dans votre pourquoi comment vous avez vu qu'il y avait un besoin et comment vous avez lancé ce programme-là? Alors moi je parle jamais. J'ai du mal à le dire, je dois pas dire. Alors Raïm Rabim, pourquoi Rabim. Déjà en fait ce qui est très beau c'est qu'en hébreu le mot vie il est toujours au pluriel. Raïm c'est toujours un mot qui est au pluriel. Tandis que le mot vie est au singulier en français. Donc j'ai voulu renforcer ce côté avoir plusieurs vies. Je suis pas partie d'un besoin de marché. J'ai pas monté ça comme un business. Je me suis uniquement appuyée sur mon parcours personnel. Donc moi, après 15 ans de commerce international à travailler dans l'univers de la beauté et des cosmétiques, j'étais incapable de vous dire avant l'ALIA ce que Israël m'aurait amené à faire. Et pourtant, en moi-même étant transformée par le process d'ALIA, j'ai eu très envie d'accompagner les autres dans ce chemin pour se rapprocher d'eux-mêmes. La transformation du process d'ALIA, c'est quoi? C'est un tsunami. Je sais pas si vous confirmez toutes les deux. Ouais, Oui, parce qu'en fait, on s'attend à plein de choses, mais on s'attend pas à ce qui va se passer.
Et puis, il faut être ouvert et prêt, en fait, à le recevoir, parce que ça peut aussi nous arriver, et puis nous passer à côté si on n'est pas... Enfin, moi, je pense que ça m'est arrivé, en fait, avant, dans mon parcours d'Alia. Je suis là depuis pratiquement 8 ans. Ça m'est arrivé avant, mais en fait, j'ai perçu ça. Vous n'étiez pas open. Voilà, 1 an et demi. Avec d'autres trucs comme le corona qui font qu'on chamboule tout, on se repose des questions. Et... Est-ce que être prêt à faire son Alia, ça veut dire finalement, inconsciemment, déjà être prêt à changer complètement de vie professionnelle ? Moi, j'ai souvent parlé de couches sociales. J'ai l'impression que la France nous a donné des couches d'études, de milieux. Aussi, il faut dire qu'en France, on faisait partie de la communauté juive avec tout ce que ce milieu impose de nous en termes de réussite. Et j'ai eu l'impression que l'Alia, moi, m'a permis de retirer ces couches sociales les unes après les autres. Donc c'est une déconstruction de notre être pour à un moment donné pouvoir le reconstruire, mais avec des couches qui nous correspondent. C'est ça, parce qu'il y a plein de gens, même des médecins, qui disent on arrive ici, on n'est plus rien. Même s'ils veulent continuer leur profession, ils sont plus reconnus, ils sont plus Monsieur Truc, ils sont plus... C'est là que la vérité éclate. C'est-à-dire que même si on n'est plus rien, est-ce qu'on a quand même envie de faire ce qu'on faisait avant ? Si c'est le cas, alors on va recommencer à remonter l'échelle sociale et retrouver le plaisir et on va devenir quelqu'un. Et si finalement, en enlevant tout ça, on voit que ça ne nous fait pas vibrer, alors c'est vraiment une opportunité extraordinaire de commencer un nouveau chapitre. Héloïse, alors vous étiez dans la location courte durée et qu'est-ce qui vous a amené vers le kibbutz ? Parce que le kibbutz, c'est un peu un truc en voie de disparition ici en Israël. C'est en voie de disparition, oui, enfin... Le vrai kibbutz, vous voulez faire découvrir les vrais kibbutz aux touristes. Exactement. En fait, ce qui m'a amené, donc, j'avais une agence de location saisonnière avec mon mari à Tel Aviv. Le corona, plus de touristes, plus d'agences. Je croise le chemin de Chaim Rabim. Du coup, je me pose les questions, qu'est-ce que j'aime faire ? On creuse. Et puis, ce qui sort, c'est mon enfance, mes années au ZEI, la vie en communauté, le partage... En France, quand on part en famille, on va à une ferme que j'adore qui s'appelle les Amanins. C'est un lieu de vie en fait qui a été monté par Pierre Rabhi. Et donc là aussi, c'est pareil, vie en communauté, collaborative, comment vivre ensemble. Et voilà, j'ai sorti ça et je me suis dit comment je peux le faire partager ici en Israël. Vie en communauté en Israël, le premier truc, c'est les kibbutz, quoi. Donc on y va. Et voilà, j'ai poussé la porte plutôt de quelques kibbutz. Je suis encore en train de le faire. Et donc, j'en ai parlé un peu autour de moi et je me dis, les gens, ils vont trouver ça bizarre, en fait, d'aller visiter les kibbutz. Et pas du tout. Les gens, ils sont ça marche. hyper les Israéliens, 100%, ça marche. Alors, les Israéliens, c'est quand même Français. Des francophones. Voilà. Mais tous les gens qui viennent, ils sont en Israël depuis plus de 10 ans. Enfin, ils n'ont jamais pris le temps, en fait, de visiter Israël par ce biais-là. Donc, ça fait découvrir d'abord des Israéliens du kibbutz qui ne sont pas les mêmes. Il y a tellement d'Israéliens différents dans ce pays. Donc, c'est Israéliens du kibbutz. Et ça fait découvrir en fait le kibbutz, qu'on peut avoir un peu l'image de Pour Sacha, comme ça, le fantasme, tout ça. Là, on le voit en vrai, on le touche en vrai, on rencontre des kibbutzniks qui sont nés là-bas il y a 50 ans. Et c'est hyper intéressant. Et rien que de partager ça... Il y a encore des kibbutz qui ressemblent à celui de Pour Sacha, mais plus trop. Il n'y en a plus beaucoup, mais c'est en effet ceux-là qui m'intéressent, c'est ceux-là qu'on visite parce que c'est là où on entend en fait le travail partagé, les écoles ensemble. Donc tout ce qu'on peut partager, pour nous, ça nous paraît vraiment aberrant. On a été habitués à une vie assez individualiste, souvent dans des grandes villes ou pas forcément, mais en tout cas, on a notre travail, on met de côté, on emprunte pour acheter notre maison. Ça bouscule tout ça, en fait. Anne, aussi, quelque part, moi j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que l'entrepreneuriat, c'est un truc très israélien. Les gens se lancent des défis et vous avez lancé votre marque de bijoux ici à Shenkin, qui s'appelle Shenkin. Vous avez réussi à trouver une boutique rue Shenkin. Depuis quand est-ce que ça marche ? Alors, on a ouvert, je dis on, parce que du coup, j'ai une associée, c'est une amie que je connais depuis longtemps, mais que j'ai retrouvée ici en Israël. On a ouvert en plein Corona. On a ouvert la boutique en juillet dernier. C'était complètement inespéré et j'ai ouvert en fait peu de temps après avoir fini le programme du coup Chaim Rabim qui m'a en fait poussée dans cette voie, c'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte que c'était ce que je voulais faire, parce que même si je vendais des bijoux avant, j'avais arrêté, je pensais pas refaire ça quand j'ai fait mon Alia il y a 1 an et demi. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'assumer plus mes choix, ce que je voulais faire. Et voilà, à la sortie de Corona, on a fait un pop-up store qui a super bien marché. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir une boutique ? Et il y avait plein de boutiques à louer, forcément, sorties du premier CD-guerre, quoi. Donc,
Voilà, et on a trouvé du coup rue Schenkin une petite boutique comme on voulait, qu'on a redécorée à notre goût et voilà, et depuis ça va, on était un super bon début, vraiment très bien. Après entre tous les différents séguières, forcément c'est un peu plus difficile. Et là, ça serait bien que les touristes reviennent. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de rêve depuis le début de l'émission, d'envie, on se retrouve, etc. etc. Mais quand même, comment ils vivent tous ces gens-là ? Alors, c'est une vraie problématique de monétiser. C'est vrai que c'est une problématique, mais dans le cas, par exemple, de Anne et même d'Héloïse, ce qui était vu au début, par exemple, pour Héloïse comme un hobby est en train de devenir vraiment un service où les gens s'inscrivent, payent, viennent passer une vraie journée. Et Anne, pour moi, est un modèle d'entrepreneuriat parce que elle est arrivée au LA de France, etc. Et en moins de 1 an, elle est devenue entrepreneur à son compte et voilà. Et je crois qu'elle est vraiment sur le point d'atteindre son point mort et d'être rentable. Ça veut dire quoi, si on prend une vision plus globale, ça veut dire que n'importe qui peut s'asseoir, s'arrêter, se demander quelle est sa passion, quelle est la chose qu'elle avait toujours eu envie de faire et en faire une profession, une manière de gagner sa vie. Alors, comment on aborde ces gens qui arrivent en disant « Ok, je repars à zéro, je fais quoi ?» Alors d'abord, on n'arrête rien. On travaille sur soi, on explore, on rencontre des gens, on confronte ses rêves au marché, on réfléchit et parfois on passe à l'action et on y va. Et puis après, on se dit, même si je me plante, qu'est-ce que je risque ? Et si le risque n'est pas énorme et si finalement on a plus à perdre à ne rien faire qu'à y aller, alors on y va et puis les choses se mettent en route. Et puis, vous savez, tout n'est pas entre nos mains. Il y a plein de choses qui sont dans la magie aussi de ce qu'on voit en Israël, dans la magie des rencontres, dans la magie des connexions. Est-ce que quand on est déjà prêt à tout remettre en cause quand on envisage l'Alia, quand vous avez décidé de venir, c'était déjà... Moi, c'était un peu différent. J'ai voyagé en fait un petit peu avant de faire mon Alia. Je savais pas vraiment si j'allais faire l'Alia ou pas. J'ai fini mon voyage en atterrissant ici pendant 4 mois. J'ai fait un test d'abord, j'ai fait un Ulpan. Je me suis sentie bien ici et du coup, en fait, j'ai juste ouvert mon dossier d'Alia comme ça. Donc, j'ai pas spécialement réfléchi en fait à ça en amont. Ça s'est présenté comme ça. Du coup, je me disais, je fais mon Alia, j'ai fait mon 2e Ulpan et à la fin de cet Ulpan, du coup, Corona. Du coup, j'ai fait Chaim Rabim. Et tout s'est enchaîné. Donc, en fait, les gens qui n'envisagent même pas l'Alia, ils sont installés dans une vie française avec un boulot, un truc comme ça. Et il y a des gens qui lâchent tout et qui sont capables du jour au lendemain de devenir femme de ménage. Quelle est la différence ? C'est ça que j'essaie de comprendre entre lui et lui. Alors, faire l'Alia, c'est monter et c'est monter en soi. Il y a des gens qui viennent vivre en Israël et qui font pas l'Alia. Et puis, il y a des gens qui sont en France et qui font l'Alia. L'Alia, pour moi, c'est être au contact de son vrai être. Voilà, donc oui, il y a des personnes en France qui se réinventent. Parfois, les réinventions, elles sont pas visibles à l'œil nu. Ils sont dans les mêmes boulots, ils sont dans la même situation, mais le changement, il est intérieur. C'est dans la perception qu'on a de soi-même et c'est dans le fait de s'autoriser. Par exemple, en hébreu, je dis souvent le mot « osher », avec un aleph, c'est le bonheur. Et il est de la même racine que le mot « ishur », qui est l'autorisation. Le bonheur, c'est de s'autoriser. Est-ce que les changements de vie professionnels entraînent des changements de vie personnels ? Est-ce que alors j'élargis un peu la question, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des dans les gens que vous rencontrez qui remettent plein de choses en cause, certainement. Il y a des divorces qui découlent. Comment le lien se fait et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors, dans le programme, on démarre par la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un schéma qui vous permet de cartographier tous les pans de votre vie. Et on se rend compte que tous les pans de la vie sont interconnectés. Quelqu'un qui est malheureux dans son job, il est peut-être aussi, par conséquence, pas bien avec sa famille, pas bien avec ses enfants. Il fait peut-être pas de sport, il a peut-être du surpoids, il a peut-être pas le temps du coup de faire des loisirs. Donc effectivement, on essaye de recréer un cercle vertueux. J'ai des personnes qui se sont réconciliées et qui étaient en instance de divorce. Donc oui, tout est impacté. Il faut être prêt à regarder tout ça en face. Et encore une fois, Israël pousse à ça, où vous disiez... En fait, Israël, est-ce que c'est important dans l'histoire ? Israël, c'est un catalyseur. Israël, ça rend tout extrême. Quand on est bien dans son couple, on devient fusionnel. Et quand il y a des failles, ça explose.
Je pense aussi que la particularité d'Israël, en tout cas en comparaison de la France, de là où on vient, ici, en fait, tout est possible, quoi. En France, ça viendrait même pas à l'idée de faire une sortie de route en cours de carrière. C'est juste pas pensable. Alors, peut-être que ça le deviendra, et peut-être que maintenant, après le coronavirus... Ici, tout est possible en Israël de toute façon, ou parce qu'on arrive de France et que de toute façon, il faut refaire quelque chose? Non, de toute façon, tout est possible. D'accord. De toute façon, ici, tout le monde fait 14 trucs et aucun rapport. Ça veut dire on peut être et dans le tourisme et en même temps avoir dans un une projet banque et dans un associatif. truc, Vraiment aucun rapport. Ça, c'est Parce vrai que que c'est le pays où on ici- fait quatre boulots et Alors c'est que normal. en France, il faut avoir un titre et puis être homogène. Et puis si jamais c'est pas homogène, bah, Donc c'est vraiment bizarre. un pays qui s'y prête, quoi. C'est un pays qui se prête, Ouais, qui se exactement. prête. Je pense au que lancement. l'ALIA fait qu'on remet tout à plat et cette remise en question est boostée par Israël. Donc parce c'est que ici, double bonus. En fait, enfin, tout le monde fait tout, donc on fait comme tout le monde, quoi, et puis on fait tout. Et on essaye, et puis c'est tout. Dernière question, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui se disent en fait, je me suis trompée, j'aurais pas dû venir. Alors, j'ai eu le cas, par exemple, d'un artiste, un comédien, qui, en fait, n'arrivait pas à percer dans le milieu artistique israélien pour des raisons de réseau, parce qu'il n'avait pas fait l'école très en vue, la langue, évidemment. Et cette personne a décidé de repartir vivre en France. Et aujourd'hui, il a pu à nouveau rejouer, refaire du théâtre, se reconnecter au monde artistique en France. Donc oui, et en fait, rien n'est définitif et rien n'est un bon ou un mauvais choix en soi. Il reviendra peut-être dans 5 ans avec un CV plus étoffé, ou peut-être qu'il reviendra pas et tout est bien. Ou qui sera prêt à faire autre chose, lui aussi. Ouais. Merci beaucoup à toutes les trois Merci. d'avoir participé à Merci cette beaucoup. émission. Merci.